tu veux que je commence ? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à toi qui nous écoutes et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode aujourd'hui. Avant de donner la parole à mon invité, je vais rapidement remercier Perrine qui a eu la gentillesse de me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour remercier Filles Expat de l'avoir aidé à se donner une idée de ce qu'est un VIE ainsi que ses nombreux avantages. Donc merci à toi Perrine d'avoir pris le temps d'aller sur Apple Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un autre programme qui peut permettre à beaucoup de monde de pouvoir s'expatrier tout en diminuant le coût d'expatriation. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon invité. Si tu peux te présenter brièvement en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Bonjour, du coup je suis Clotilde, j'ai 25 ans et je suis en direct du Pérou, je suis à Lima en ce moment. Ok, donc Lima, la capitale du Pérou, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, je ne dis pas de bêtises. Peux-tu nous dire depuis combien de temps tu te trouves au Pérou ? Je suis partie au Pérou en janvier 2020. Du coup, donc au départ, je devais partir pour un an de service civique. J'y suis toujours. Super. Oui, parce que du coup, ça fait plus d'un an. Effectivement, ouais. Je suis tombée amoureuse du Pérou et donc du coup, je continue à y rester. Génial. Donc avant qu'on rentre dans le détail du pays qui me fait déjà rêver, est-ce qu'on pourrait revenir en arrière et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant de partir ? Alors moi, l'idée, c'était de partir après mes études, une fois mon diplôme en poche. Donc concrètement, j'ai terminé mes études, j'ai fait un CDD, j'étais orthophoniste, et j'ai fait un CDD de 3-4 mois pour mettre un petit peu d'argent de côté. Et je suis partie après ce CDD du coup, directement. Après, j'ai enchaîné sur le départ. D'accord. Peux-tu nous rappeler où est-ce que tu étais en France ? J'étais à Toulouse. À Toulouse. Toulousaine. Dans le sud. Et donc du coup, est-ce que tu vivais seule ? Tu vivais encore chez tes parents ? Comment ça se passait ? Je vivais en coloc avec des amis. Mes parents étaient dans une autre ville. D'accord, ok. Est-ce que tu étais habituée à être loin de ton entourage, à t'expatrier ? Est-ce que tu avais déjà vécu des choses comme ça ? Oui, j'étais habituée parce que quand j'étais au lycée, j'étais interne. Donc je rentrais chez moi que les week-ends. Et quand j'ai eu 14 ans, je suis partie vivre 6 mois en Martinique parce que j'avais de la famille là-bas et que l'option s'est présentée. Donc ça a été ma première petite expérience d'expatriation. D'accord, super. Ok. Et donc du coup, comment t'es venue l'idée de justement de dire je vais prendre un CDD, je vais mettre de l'argent de côté et ensuite je vais partir ? Très tôt en fait, c'est rigolo, quand j'étais ado et rebelle, je disais à mes parents à 18 ans je me casse de la maison et j'irai faire de l'humanitaire en Afrique. Enfin, ça c'était la première version de quand j'étais jeune. Puis après, pendant mes études, je savais que j'avais envie, une fois mes études terminées, de me donner au moins une année pour faire un projet. Je voyais la fin des études comme un moment de transition avant la vraie vie d'adulte avec un CDD, faire un crédit pour acheter un appart et tous ces trucs-là. Je voyais un petit espace que je voulais saisir du coup et en profiter pour partir ailleurs, pour essayer de me redécouvrir, sortir de ma zone de confort et surtout apprendre et découvrir de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. Génial. Quel était ton niveau dans les langues avant que tu partes du coup ? L'espagnol, j'avais pas dit un mot depuis le bac. Donc il était moyen, très moyen en fait. Et après anglais, ça va, je me débrouille, mais au Pérou, ils parlent pas trop anglais. Donc finalement, ça m'a pas vraiment servi. Ce que j'ai fait par contre pour la langue, c'est qu'en arrivant, j'ai pris, comme je suis orthophoniste et que j'allais travailler avec des enfants, c'était important pour moi que j'ai un niveau minimum dans la langue pour me sentir légitime, non ? Donc j'ai pris 2 semaines de cours intensifs dans une école pour me remettre à niveau en espagnol. D'accord. Donc en soi, les langues ou le fait d'être loin de ton entourage,
c'était pas des barrières ou des peurs que tu avais? Si, la langue, non, parce que je me disais, il y a un moment où je vais devoir apprendre, en fait. Enfin, que je le veuille ou pas, par la force des choses, je vais apprendre. Par contre, être loin de mon entourage, si, c'était une peur que j'avais. Et donc, du coup, est-ce que tu te souviens, comment t'as fait pour te mettre confortable avec cette idée? Tu t'es dit, je vais partir et je verrai bien? Ou qu'est-ce que tu t'es dit pour justement essayer de te rassurer dans ce sens-là? Je me suis dit qu'il fallait que je parte, que j'avais vraiment envie de partir et que je finirais bien par revenir à un moment et que de toute façon, les gens qui m'aiment et les gens que j'aime, l'éloignement en soi, il n'allait pas changer l'affection qu'on se porte. Enfin, je sentais vraiment que c'était quelque chose d'important que j'avais à vivre, le fait de partir, de me déraciner un petit peu. Et l'éloignement avec les gens que j'aimais, quelque part, c'était un petit peu le prix à payer pour vivre cette expérience. Concrètement, les au revoir, ça a été un moment difficile, mais j'ai essayé. Enfin, pour moi, dans la préparation, il y a eu une préparation relationnelle au départ et j'ai vraiment pris le temps de passer des moments de qualité avec chacun des gens, enfin des personnes les plus importantes que j'avais. Et je crois que ça m'a aidé aussi à partir plus tranquillement. Le fait d'avoir eu ces moments de partage de qualité avant de partir. Super, oui. Donc déjà, d'après ce que j'entends, c'est que déjà l'excitation était plus forte que la peur, certainement. Et ouais. Plutôt que de partir du jour au lendemain comme ça, tu t'es dit, non, je vais prendre le temps de passer du bon temps avec eux. Oui. Et me préparer psychologiquement. Je suis partie juste avec un aller simple et en disant à tout le monde que j'avais un contrat de service civique d'1 an, donc que je partais pour au moins 1 an, mais que j'avais pas envie d'acheter de billets de retour et que si je me plaisais, peut-être j'avais laissé la porte ouverte pour rester. Donc, comme je partais pour une durée longue, ma préparation, j'ai voulu prendre le temps de la faire bien aussi. D'accord. Tu te souviens combien de temps t'as pris à peu près pour la préparer? Ça dépend. La préparation, pour moi, la préparation, il y a plusieurs niveaux. Il y a une préparation matérielle, économique, administrative et relationnelle. Celle que j'ai essayé d'anticiper le plus, ça a été la préparation administrative parce que les visas, il y a des délais. Donc ça, je m'y suis pris 8 mois avant, j'ai commencé à me renseigner, je crois. D'accord. Donc j'étais dans les délais. La préparation matérielle qui commence par qu'est-ce que je fais de mes meubles et chez qui je vais poser mes cartons. Concrètement, ça a été genre 2 mois avant. La préparation économique, du coup, ça a été ce petit CDD de 3-4 mois pour mettre un petit peu d'argent de côté. D'accord. Donc du coup, pour en revenir à ce travail de préparation, déjà, comment tu as choisi le pays et comment tu as choisi le programme avec lequel tu allais t'expatrier? Justement, moi, j'avais pas envie de choisir le pays. J'avais vraiment envie de choisir premièrement une asso et peu importe où elle m'envoyait dans le monde à partir du moment où le projet me bottait. Et ça aussi, ça a été une démarche hyper longue en fait de choisir quel asso et avec quel programme parce que des programmes, il y en a plein. Il y a les VSI, les services civiques, le bénévolat. Enfin, il y a vraiment plein de formes de partir faire un temps de volontariat. Et des assos, il y en a plein aussi. Globalement, j'ai épluché les sites internet, je suis allée à des forums de rencontres, je me suis mise en contact avec des anciens volontaires et c'est ça qui m'a aidée à choisir mon asso. Donc j'ai choisi vraiment l'asso et le projet en premier lieu et il se trouve que cet asso-là bossait au Pérou. Donc je me suis dit génial, c'est un pays qui je trouve qu'il y a une culture qui nous attire beaucoup à nous les Européens. Donc premier choix de l'asso. Qui m'a amenée dans un pays cool. Et par contre, ce que si je savais, que je savais clairement depuis le début, c'est que je voulais partir soit en VSI, soit en service civique, par rapport à l'argument économique qui fait qu'on est indemnisé et qu'avec ça, du coup, la vie sur place, c'est pas une préoccupation en fait parce que tu as les moyens de subvenir à tes besoins. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire, d'abord, avant de commencer à parler du programme, tu as parlé que tu étais rentrée en contact avec des gens pour justement essayer d'analyser l'asso. Comment tu es rentrée en contact avec ces personnes? Quand je contactais des assos pour en savoir un petit peu plus sur les projets, généralement, d'eux-mêmes, ils me proposaient des contacts d'anciens bénévoles pour en discuter, en fait. D'accord. Donc, tu prenais ton téléphone, tu les appelais ou c'était par email? Ça se passait comment? Par email, par WhatsApp, ouais. Ok, cool. Tu leur posais quel genre de questions si tu te souviens? Comment s'était passée leur mission là-bas, la vie sur place? Est-ce qu'ils recommandaient l'asso surtout? Est-ce que vraiment c'était une expérience avec cet asso-là qu'ils recommandaient? D'accord. Est-ce qu'il y avait des assos qu'on te recommandait pas du coup ou en général? Oui. Oui. D'accord. Et ça m'est arrivé au Pérou. Du coup, je fais un petit spoil, mais comme il y a eu le Covid, j'ai été en quarantaine dans une autre ville. Du coup, j'ai dû changer d'asso. Donc j'ai recontacté des volontaires pour trouver une autre asso et on m'a dit non, écoute, en vrai, je te conseille pas cette asso. Je te la conseille pas pour telle raison. Et du coup, c'est génial qu'il y ait cette sincérité de dire oui ou non. Enfin, du coup, si on me dit non, tu vas pas y aller. Enfin,
Non, c'est sûr. Donc du coup, là, c'est un conseil super important que tu donnes. C'est surtout, il faut pas foncer tête baissée. C'est pas parce qu'il y a un projet ou un pays qui nous attire que ça va être l'Eldorado. Donc surtout, Oui. oui. Ouais, parce que je trouve que sur les forums, on lit pas mal aussi de témoignages de gens qui sont déçus des conditions dans lesquelles ils ont été reçus. Moi, c'était important ça aussi comme critère dans une asso. Je voulais une asso qui allait m'accompagner. Enfin, je sais que j'avais envie d'avoir un accompagnement dans ma mission, d'avoir une personne référente à qui je pouvais m'adresser si j'avais des difficultés. Enfin, je trouve que c'est important de savoir quels sont ces critères et de bien se renseigner sur les assos. Oui, carrément. Par exemple, moi, ça va paraître peut-être un petit peu princesse ce que je vais dire, mais par exemple, moi, avoir une chambre et bien de pouvoir dormir le soir pour être en forme le lendemain, c'est un critère personnellement important à mes yeux. Donc, parce que je vois, il y a des workaway, par exemple, on va nous faire dormir, je sais pas, dans un hamac ou dans une petite pièce avec 3 autres personnes. Moi, c'est un critère important. Il faut que j'ai déjà un bon endroit où bien me reposer. Tout à fait. Donc ouais, je pense que comme tu dis, la première recommandation, ce serait de bien savoir ce que tu veux et du coup te connaître un petit peu, savoir quelles sont tes limites et jusqu'où tu es prête à aller. Carrément. Et donc du coup, est-ce que maintenant tu nous as parlé du VSI, c'est ça? Je connais pas le VSI. VSI, c'est le volontariat de solidarité internationale. Et l'autre programme que j'ai mentionné, c'est le service civique, celui avec lequel moi je suis partie. Est-ce qu'il y a des différences qui sont assez grandes entre les deux ou pas vraiment? Je crois que c'est plutôt à l'origine les projets qui sont différents. Le service civique, c'est plus au départ pour favoriser l'insertion des jeunes, alors que le VSI, c'est vraiment plus pour permettre de vivre une expérience de solidarité à l'international. Globalement, les avantages qu'ils proposent quand tu es à l'étranger sont les mêmes. C'est pour ça que moi, l'un ou l'autre, ça m'aurait convenu. C'est les mêmes dans le sens où tu as une couverture santé, l'assurance maladie, répatriation, tout ça à la française. Tu cotises pour ta retraite et tu as une indemnité mensuelle. Alors, je sais pas exactement de combien elle est dans le cadre du VSI, mais je sais que dans les deux cas, tu as une indemnité. D'accord. Bah c'est top, moi tu viens de me donner une idée d'un prochain épisode. Il va falloir que je parte à la recherche d'une personne qui souhaite nous parler du VSI. Mais du coup, toi, tu vas nous parler du service civique, qui est super intéressant. Donc comme tu l'as déjà dit, on est couvert niveau sécurité sociale, ce qui est super important. On paye le billet d'avion pour aller dans le pays de destination. Non, alors non, le service civique, moi j'ai payé mon billet d'avion, c'était à ma charge. D'accord. Dans le VSI, par contre, si on te paye ton billet aller-retour, dans le cadre du service civique, non, parce que la plupart des missions sont en France. Il y en a pas mal aussi qui sont à l'étranger, mais c'est à toi de payer ton billet d'avion en tout cas. D'accord. Ou alors, je crois que dans certains cas, ton association peut te le payer, mais c'est plus rare, il me semble. D'accord. Et quels sont les critères pour justement pouvoir être membre d'un service civique? Alors, les services civiques, c'est un programme qui est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Au départ, comme je te disais, historiquement, je crois que ça a été plutôt proposé pour les jeunes qui ne trouvaient pas d'emploi ou qui avaient besoin d'un accompagnement dans leur insertion professionnelle. Et ça s'est ouvert du coup jusqu'aux jeunes de 25 ans. Concrètement, il y a un site internet où tu peux rechercher les missions qu'ils proposent. Tu peux faire une recherche par thème ou par pays, par mots-clés. Et du coup, il suffit de se mettre en contact avec l'agence du service civique pour faire des entretiens téléphoniques et qu'ils expliquent un petit peu plus le programme. Ou sinon, la deuxième option, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai contacté premièrement mon association. Et c'est l'association qui m'ont dit qu'ils avaient un agrément service civique. Et donc, du coup, j'ai contacté dans un deuxième temps l'agence du service civique en leur disant « Coucou, je suis en lien avec telle association, je voudrais partir en mission de service civique avec eux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Super. Ok, du coup, pour rappel, on mettra peut-être le lien de ce site internet pour le service civique. Peut-être aussi de ton association, du coup, si tu la recommandes. Et donc, du coup, au niveau indemnité, qu'est-ce que tu reçois quand tu pars en service civique? Alors, tu reçois à peu près... Normalement, tu dois recevoir un peu plus de 600 € par mois. 500 € qui arrivent directement sur ton compte, un peu plus, je crois que c'est 522 €, quelque chose comme ça, qui arrive directement sur ton compte. Et il y a 107 € extra que tu dois recevoir normalement de la part de l'association. Donc soit en argent, soit en compensation nature. Par exemple, moi, ils me fournissaient les repas du midi. D'accord. Mais ça doit valoir à peu près ce montant de 107 €, ce qui fait que tu reçois normalement entre 500 et 600 €. D'accord. Parce que j'allais dire 107 €
Au Pérou, je pense que tu reçois beaucoup plus que 107 € en France, par exemple, en termes alimentaires. Oui. En France, avec 500 €, j'aurais jamais pu payer mon logement, ma nourriture et être autonome et tranquille à ce niveau-là. Au Pérou, 500 €, ça fait à peu près 2000 soles, la monnaie locale. Et c'est très confortable en fait, parce que ma chambre, du coup, elle me coûtait 500 soles et la nourriture, ça coûte pas cher. Donc en fait, j'ai pu économiser pendant mon service civique. Parce qu'il y a eu la pandémie, j'ai pas voyagé autant que j'aurais pu le faire dans un autre contexte, je suis pas sortie autant que je l'aurais fait. Donc j'ai pu économiser de l'argent. Incroyable, ouais. Avec ça en France, c'est sûr que tu n'aurais pas économisé. Au contraire, moi je tape dans mes économies en ce moment parce que du coup 500 € c'est un RSA en fait. Donc c'est fou. Tu disais au niveau du logement, ça ce n'était pas compris. Non, je crois que c'est une des autres différences entre le service civique et le VSI. Le VSI, je crois qu'il te propose un logement. Dans le service civique, non, t'es plus autonome, c'est à toi de trouver ton logement. T'as l'indemnité qui permet de te loger, de subvenir à tes besoins, mais c'est à toi de trouver ton logement. Après, t'es accompagné. L'avantage avec le service civique, c'est que t'as un double accompagnement, à la fois de l'agence du service civique, t'as une personne référente, et de ton association. Et les deux s'assurent que t'as des pistes. Enfin, moi, l'asso m'avait donné une liste d'adresses où je pouvais potentiellement m'héberger. Je sais que ma référente du service civique, elle s'assurer que tout se passait bien pour moi et elle m'aurait proposé des listes de logements aussi si j'avais eu besoin. Donc, ils te donnent pas directement un logement, t'as pas une chambre qui t'attend, mais t'es accompagné dans tes démarches. Ouais, ça c'est quand même super important du coup. Parce que du coup, en termes de visa, t'es accompagné, en termes de recherche... Justement, je voulais dire un mot sur le visa. L'avantage avec le service civique, en tout cas dans le cadre du Pérou, c'est que très rapidement, j'ai été mise en contact avec France Volontaire Pérou. Du coup, France Volontaire, c'est une organisation qui chapeaute un peu tous les volontaires français au niveau mondial. Et il y a une antenne, je crois, dans chaque pays. Et moi, j'ai été en lien avec France Volontaire Pérou qui m'a accompagnée dans les démarches de demande de visa. Du coup, en partant en service civique, je devais demander un type de visa particulier qui s'appelle le visa de coopérante. Il fallait que je passe par France Volontaire Pérou pour faire la demande d'obtention de ce visa. D'accord. Et est-ce que tu dirais que grâce à ce programme, c'est quand même assez simple, il te facilite les choses, ou tu te souviens avoir eu des difficultés? Je trouve que c'est relativement simple et ce qui m'a aidée, moi, c'est que c'était cadré. Tu sais quelles sont les démarches qu'il faut faire, t'as pas à chercher en fait. France Volontaire t'envoie une liste hyper carrée avec la démarche, ce qu'il faut faire, les papiers qu'il faut envoyer. Donc c'est facile parce que c'est cadré, c'est clair et tu sais exactement ce qu'il faut faire et tu sais quels sont les délais. Après, ça reste de l'administratif et de la paperasse, donc ça reste fastidieux dans tous les cas. Je trouve que quand même, oui, il facilite la tâche. Super, oui, parce que surtout si tu dois faire des démarches administratives qui sont pas dans ta langue maternelle, ça aussi, ça peut peut-être compliquer un peu les choses. Oui, effectivement, je me souviens, il a fallu que je rédige un CV et une lettre en espagnol, mais l'avantage, c'est qu'ils m'avaient envoyé un modèle de lettre. Enfin, ils envoient un modèle de lettre, un modèle de CV, et donc du coup, après, je me souviens que j'ai rédigé et je l'ai fait corriger par quelqu'un, par mon ancienne prof d'espagnol, pour qu'elle me corrige les fautes. Oui, ça, effectivement, il y a déjà l'aspect linguistique qui rentre un petit peu en jeu, ouais. Super. Est-ce que tu te souviens si ton visa, tu l'avais eu avant d'arriver au Pérou ou c'est quelque chose que tu obtiens une fois sur place? Non, tu l'as avant parce qu'il faut aller le récupérer à Paris, au consulat. Donc, je l'ai eu avant de partir. Je crois que je l'ai eu 3 jours avant de partir. Je suis montée à Paris, j'ai récupéré mon visa et après, je suis partie prendre mon avion. D'accord. Tu te souviens à peu près la durée entre le moment où tu as commencé la paperasse qu'on déteste tous et le moment où tu avais été chercher ton visa? C'était à peu près 3 mois, je crois que je m'étais renseignée plusieurs mois avant sur les démarches à faire. Il fallait des documents qui ne dépendaient que de moi, d'autres documents qui dépendaient de l'asso qui allait m'envoyer. Donc ces papiers-là ont été plus difficiles à obtenir que les miens. Et je me souviens que j'ai envoyé tous les documents, je crois, fin octobre. Et j'ai obtenu mon visa mi-janvier. Ok, donc c'est aussi intéressant ce que tu dis. Du coup, on a le temps. Mais ce qui est bien, c'est que si tu travailles, ça te permet d'économiser encore plus d'argent. Et du coup, de commencer à te débarrasser de tous tes meubles. Je crois que tu disais que tu avais quand même des affaires à mettre en carton. Oui, parce que du coup, j'avais passé mes 6 années d'études à Toulouse. Donc il a fallu mettre toutes mes affaires dans des cartons, réfléchir à qui aurait le privilège de s'occuper de mes cartons pendant toute la durée de mon absence. Donc globalement, j'ai réparti un petit peu entre mes parents, mes grands-parents, les oncles et tantes. J'ai un petit peu de tout chez tout le monde pour pas que ça ait été une contrainte trop grande de laisser mes affaires, quoi.
Mais je me souviens que cette préparation-là, justement de faire les cartons et de réduire toutes mes affaires à un sac à dos, parce que je suis partie avec un sac à dos 50 litres Décathlon, je crois. C'est dur cette étape, de faire ce tri et de dire ok, ce bouquin que j'aime trop, je peux pas l'amener, ce sweat-là, c'est mon sweat fétiche, mais il va pas rentrer. C'est pas si simple, la préparation matérielle de faire ses bagages, ça coûte un peu, mais à la fois dans ce que j'avais envie de vivre comme expérience, il y avait aussi le fait d'avoir une vie un petit peu plus simple. Ça faisait partie d'une expérience de détachement. Je l'ai vraiment vécu comme ça en tout cas. C'est marrant parce que ce que tu dis, moi je l'ai vécu récemment et je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. Parce que moi j'ai mis des mois aussi justement, j'avais cumulé 9 ans de choses entre guillemets presque inutiles parce que maintenant que j'ai un peu de retour, ça fait plusieurs mois que je suis partie, je me dis mais en fait j'en avais vraiment cumulé des choses inutiles. Là maintenant que ça fait plus d'1 an que t'es partie, est-ce que tu te dis pas un peu la même chose en te disant ouais ça a été très dur mais au final c'est vrai que ce livre préféré c'est pas si dramatique si je ne l'ai pas avec moi. Mais oui complètement, enfin puis même au niveau, enfin c'est tout con mais au niveau des vêtements par exemple je suis partie avec un jogging Décat, un jean, 2 polos, 3 pulls et en fait au début j'ai vécu qu'avec ça parce qu'il y a eu la pandémie et du coup tous les magasins fermés et j'ai vécu très bien en fait et je me suis dit quand je repense maintenant là à toutes mes fringues dans des cartons je me dis mais vraiment tellement pas besoin de tout ça en fait c'est... Non, c'est ça. Je trouve que oui, ça replace un petit peu sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est superflu. Et maintenant, quand je repense à tous mes cartons en France, je me dis que là, quand je vais rentrer en France, il y a pas mal de choses que je vais faire un autre tri et je vais donner pas mal de choses en fait. Carrément, je me dis exactement la même chose. Là, je suis un peu en road trip et je me dis, j'ai une valise chez une amie. Et en fait, je me dis, ce qu'il y a dans cette valise, ça fait 1 mois et demi que je m'en sers pas. Donc, c'est que j'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai laissé sur Paris ou chez mes parents ou à Montréal, j'ai laissé des affaires partout comme toi. Et je me dis, mais en fait, j'en ai pas besoin, quoi. Donc, un petit message à toutes celles qui sont dans ce moment un peu stressant, parce qu'il faut dire que c'est quand même stressant, émotionnellement challenging. Vous inquiétez pas, une fois que c'est passé et qu'on prend du recul, ça va beaucoup mieux. Et donc, du coup, maintenant t'as remballé toutes tes affaires, t'as profité un maximum de ta famille, tu es prête à prendre ton avion. Est-ce que tu te souviens dans quel état tu étais ? Bah justement, au moment de prendre mon avion, je crois que j'étais plus si prête au final. C'est rigolo parce que, comme je te disais, toutes mes études, je savais qu'à la fin de mes études, j'allais partir. Et après, ça s'est concrétisé. Je disais, ok, je vais partir au Pérou, au mois de janvier. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai réalisé assez tard cette réalité-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça m'est tombé dessus, en fait, de me dire, putain, je pars au Pérou. Ça m'est vraiment tombé dessus à un moment en fait. Mais comme c'était juste au moment du départ, j'ai pas eu trop le temps de regretter ou d'être terrorisée. Enfin, je me suis dit ok, je flippe, là tout de suite je doute, mais c'est pas grave, j'y vais, je verrai après en fait. C'est ça, de toute façon, à ce point-là, à ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière. T'as plus d'affaires, t'as plus de chez toi, ta valise est prête. T'as tellement rebattu les oreilles de tout le monde en disant je vais partir au Pérou que du coup tu te dis bon bah maintenant il faut que j'y aille en fait. C'est ça, donc oui, ça te coûte quelques nuits de sommeil certainement. Ouais, quelques nuits de sommeil, quelques larmes, mais ça vaut le coup. Enfin, c'est l'étape la plus dure en fait. Je pense que ce moment-là de monter dans l'avion avec son petit sac à dos, je pense que chacun le vit à sa manière, mais c'est hyper fort quoi. C'est hyper fort de dire putain je laisse tout. J'y vais, je sais pas exactement où je vais, il y a personne qui m'attend quand j'atterris, mais c'est pas grave, j'y vais parce que j'ai fait le choix, donc j'y vais. Ouais. Et j'assume mon choix et je le concrétise. C'est hyper fort. Ah oui, c'est clair, c'est hyper fort. Et du coup, une fois que t'es arrivée sur place, est-ce que tu te souviens quels ont été tes premiers jours, comment tu les as vécus ? Ouais, c'est surprenant parce que le premier jour, je me souviens, du coup, j'ai traversé, en arrivant à l'aéroport, j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à ma résidence. Et je me souviens avoir traversé la ville et je me souviens m'être dit waouh, c'est génial, c'est différent, ça ressemble à rien ce que je connais, c'est génial, je voulais de la différence, je suis servie. Donc il y avait vraiment cet enthousiasme de purée, c'est trop cool, je vois déjà ce pourquoi je suis venue, cette différence, génial. Donc ça a duré 24 heures, cette petite lune de miel là. Et après il y a eu une semaine hyper dure. En fait, je pense qu'il y avait la fatigue du voyage, la fatigue émotionnelle, le décalage horaire, tout ça, qui fait que j'étais à plat physiquement et ça a été très très dur parce que pendant une semaine concrètement, j'avais pas envie de sortir parce que je me sentais pas suffisamment armée pour me confronter à cette différence, en fait, affronter toute cette réalité à l'extérieur en étant seule,
Ça a été assez dur la première semaine concrètement. Sortir, aller faire des courses, c'était un effort à chaque fois parce que il y avait plus de zone de confort en fait. Ma zone de confort, c'était c'était ma petite chambre où j'avais posé ma valise et rien d'autre en fait. Et le monde extérieur, c'était une autre réalité que je connaissais pas et qu'il fallait que j'apprenne à découvrir peu à peu. Je me souviens que la première semaine, a été assez difficile. Ce qui m'a aidée, c'est assez rapidement d'essayer de me mettre en contact avec des associations sur place pour essayer d'être en contact avec des locaux, des Péruviens et rencontrer un petit peu du monde pour essayer de me sentir en relation avec des gens en fait. D'accord, parce que là du coup quand t'es arrivée, personne de l'association n'était là pour t'accueillir du coup ? Non, il n'y avait personne pour m'accueillir. D'accord. On m'avait réservé un taxi, mais il n'y avait personne pour m'accueillir. Et au niveau de la résidence, tu t'étais pris un logement toute seule du coup ? Alors, on m'avait indiqué une résidence qui louait des chambres pour les volontaires qui venaient dans la ville et où il y avait pas mal de Français. Donc je suis allée là-bas au départ. Et c'est chouette au départ de pouvoir échanger en français, qu'on partage les astuces sur la ville, ou aller faire ses courses, ou aller acheter sa carte pour le téléphone et tous ces trucs-là. Après, très vite, moi je me suis rendu compte que ça correspondait pas à ce que j'avais envie de vivre parce que je veux pas du tout juger, hein. Chacun a ses envies, chacun a ses envies, c'est ce qu'il a envie de vivre et c'est très bien et je juge absolument pas. Mais moi à ce moment-là, j'étais pas du tout dans un mood de faire la fête tous les soirs, toute la nuit et me mettre une race tous les jours. J'étais pas du tout dans ce mood-là. J'avais plutôt envie de rencontrer des gens différents, d'essayer de nouer des liens avec des locaux. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte que cet hébergement, j'allais pas y rester. Je trouve que ce que tu dis, c'est bien. Dans un premier temps, arriver, être en contact pour justement, comme tu dis, ou acheter sa carte SIM, ou ouvrir un compte en banque, ou tous ces genres de choses, c'est quand même sympa d'être aidé par d'autres expats, parce qu'au moins ça évite de perdre du temps ou de se faire avoir. Mais du coup, très vite reconnaître que le mode de vie qu'eux ils ont n'est peut-être pas forcément le mode de vie qu'on a envie d'avoir, et après de pouvoir s'adapter en fait, et se dire, bah voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Je ressors de cette zone de confort, je vais retenter quelque chose de nouveau. C'est ça. Ouais. C'est pour ça, je pense que encore une fois, c'est hyper important de bien se connaître et de savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, pour pouvoir réajuster. Oui. Et te rendre compte que, ok, ça, c'est pas ce qui va me permettre de m'épanouir, donc bah, je vais essayer de trouver autre chose en fait. Et tu sais que t'es pas la première personne qui me dit que la première semaine, quand elle arrive, elle avait du mal à sortir en fait. Mais je pense que c'est aussi important parce que émotionnellement, c'est fort. Tu as rendu toutes tes affaires, tu as dit au revoir à ta famille, t'arrives dans un pays que tu ne connais pas. Émotionnellement, c'est beaucoup pour ton cœur, pour ton esprit. Donc d'avoir pris le temps pour toi, je pense que c'est super important. Et ensuite, d'y aller doucement en fait. Ouais, je pense qu'il faut vraiment s'armer de patience. Parce que je pense que l'expatriation, le fait de nouer des liens et de se sentir bien, de s'acculturer, ça prend du temps. Il faut être patient avec soi-même en premier lieu parce que c'est hyper fort d'être à l'étranger. C'est une perte totale de repères et du coup, faut pas se brusquer. Je pense que c'est bien d'être doux avec soi-même et de prendre les choses avec tranquillité. Carrément. Mais tu sais que ça, moi là je suis en territoire français, mais je le vis aussi, peu importe dès qu'on arrive quelque part qui est nouveau, bon si ce n'est que moi du coup j'ai pas la langue qui change et j'ai pas non plus les démarches administratives, mais se reconstruire une vie, il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut faire très attention à ce qu'on veut, mais aussi à savoir ce qu'on ne veut pas. Donc je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Mais du coup, toi, quand t'es arrivée, tu commençais pas directement avec l'association ? L'asso m'avait proposé de me prendre, m'avait dit, tu arrives, tu te prends quelques jours pour voir comment tu te sens, pour te reposer un petit peu et quand tu te sens prête, au bout de 3-4 jours, tu nous écris. D'accord. Donc ça, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé de la part de l'asso qu'on me laisse cette liberté-là. Au moment où je suis arrivée, il y avait une volontaire française dans l'asso qui était en train de partir et du coup, on s'est rencontrés 2 jours, où elle m'a briefé un petit peu sur l'asso, le travail avec les enfants et si elle un jour, et ça m'a vachement aidée. Elle est venue, on a pris le bus, elle m'a attendu. Les transports, le réseau de transport à l'étranger, je pense que ça reste très différent de la France. En tout cas, au Pérou, ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas de panneaux, il y a à peine des arrêts, il n'y a pas de plan. Donc concrètement, monter dans un bus pour aller à mon asso qui était à l'autre bout de la ville, c'était un peu une épreuve que je redoutais. Et du coup, cette volontaire-là, ce qui était chouette, c'est elle m'a accompagnée pour me montrer où il fallait que je prenne le bus, quel bus il fallait que je prenne.
Et quand on est allé mon premier jour à l'assaut, elle m'a attendue à l'arrêt de bus là-bas. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais apprécié. Et du coup, elle m'a fait une petite passation pour me présenter ce qu'elle avait fait, les projets qu'elle avait mis en place, me parler un petit peu des enfants, des relations avec les membres de l'équipe. Et ça, c'était vraiment chouette de pouvoir en discuter en live avec quelqu'un qui l'avait vécu. Ah, super. Et donc, toi, du coup, là, ta mission a commencé. Et est-ce que c'était ce que tu recherchais? Ma mission n'a pas vraiment commencé parce que je suis arrivée fin janvier. Fin janvier, ça correspond aux vacances d'été au Pérou. D'accord. Et donc cette association-là, c'était une crèche et une école. Donc, c'était encore la fermeture d'été. Donc, j'y suis allée pour rencontrer les professeurs. Mais après, concrètement, il y a eu la période de fermeture des structures qui m'a amenée à voyager dans une autre ville. Je suis partie à Cusco. Et la quarantaine et le Covid m'ont coincée à Cusco, du coup, où j'ai changé d'asso. Donc, finalement, la première association, j'ai même pas travaillé avec, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, et puis pour le rappeler, Lima Cusco, je crois qu'il y a 1 ou 2 heures d'avion, c'est ça? Oui, 1h30 d'avion. 1h30. Et Cusco, c'est le petit village où les gens se retrouvent en général pour commencer à s'adapter à l'altitude pour aller au Machu Picchu. Alors, non, pas exactement, parce que le Machu Picchu, c'est plus bas que Cusco, donc il n'y a pas de problème d'altitude. Mais en général, les gens font Lima, Arequipa, Cusco, parce qu'Arequipa, niveau altitude, c'est à mi-chemin entre Lima et Cusco. D'accord. Et donc, ils s'acclimatent à Arequipa et ils viennent ensuite à Cusco. Cusco, c'est à 3400 mètres d'altitude. Donc, c'est là où l'acclimatation, elle est le plus difficile, entre guillemets, au départ. Et toi, tu as eu des problèmes justement pour t'adapter ou ça a été? Non, parce que j'étais à Arequipa avant. Ok. Donc, ça a été. Mais par contre, à Arequipa, même à Arequipa qui est à 2500 mètres, quand parfois, dans des rues qui montent un petit peu, j'étais essoufflée. Et à Cusco, même des mois après, quand il y a des escaliers, que ça monte beaucoup, je suis facilement essoufflée, si. D'accord. Et donc, du coup, là, tu arrives et maintenant, il y a le fameux Covid qui frappe. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi une fois que tu es arrivée sur Cusco? Eh ben, Cusco, du coup, j'y suis restée pas mal de temps. J'y suis restée d'abord un mois en vacances. Donc là, ça a été génial de découvrir la ville de Cusco dans ce contexte-là, parce que Cusco, c'est un des endroits les plus touristiques du Pérou, parce que c'est là où c'est le point de départ pour aller au Machu Picchu, et c'est la ville où il y a le plus de traces de la culture inca. Donc, j'ai adoré voir Cusco avec toute cette émulation, tous ces touristes, ces gens de toute nationalité. J'ai trouvé ça génial, cette ambiance-là qu'il y avait. Donc au départ à Cusco, j'y suis allée un petit peu en tant que touriste pour voyager. Comme je te commentais au départ, j'ai pris 2 semaines de cours d'espagnol dans une école. Et puis la quarantaine est arrivée. Ça s'est fait très progressivement. Le gouvernement a d'abord annoncé que les écoles et les crèches allaient rouvrir qu'1 mois après. Donc à ce moment-là, je me suis déjà dit, mince, je sais que là tout de suite, je vais pas retourner à Arequipa en fait parce que ça sert à rien. Et 3 jours après, bim, confinement. Là, ce qui m'a fait vraiment rester, j'aurais pu partir en courant et sauter dans le premier avion, mais ce qui m'a donné envie de rester, c'est que j'ai été accueillie dans une famille péruvienne. Une des femmes qui était ma prof d'espagnol dans l'école, justement, m'a invitée à rester chez elle pour la durée du confinement. Bon, il faut dire qu'on pensait que ça allait durer 2 semaines et pas 4 mois. Mais du coup, j'ai passé mes 4 mois dans cette famille. Et c'est grâce à ça que je suis toujours au Pérou aujourd'hui. Parce que sinon, je serais repartie avec les vols de rapatriement et mon aventure se serait arrêtée là. Mais c'est vraiment grâce à cette expérience d'avoir été accueillie chez des gens et toute l'expérience de découvrir et comprendre la culture qui en a découlé qui a fait que je suis restée au Pérou. Parce que, ouais, du coup, cette dame, elle était péruvienne, elle est née là-haut, elle a grandi là-haut. Ouais, elle vivait sur Cusco. Waouh, c'est incroyable cette générosité quand même. Ouais, ça a été assez incroyable. Ça a été ce qui fait que ma quarantaine, pour moi, ça a été le bonheur absolu parce que j'étais dans un contexte complètement différent où chaque jour j'apprenais quelque chose de nouveau, que ce soit de la langue, de la culture, de la cuisine. Donc moi, je me suis régalée vraiment d'être... comme on avait du temps, eux, ils avaient du temps pour m'expliquer, pour me transmettre. Moi, j'étais toute disposée pour découvrir et apprendre. Donc ça a vraiment bien matché cette connexion, ça a vraiment très très bien matché et ça a fait que j'ai adoré finalement, j'ai adoré cette quarantaine vraiment. Je sais que ça peut sonner hyper bizarre d'entendre ça, mais pour moi ça a été vraiment une période très très riche. Moi je pense que c'est intéressant d'entendre une quarantaine justement j'en suis sûre qu'il y a des gens qui étaient en quarantaine et ils ont eu des super expériences, donc c'est un peu bien d'entendre, ça fait du bien en tout cas d'entendre des histoires un peu plus positives. Mais donc du coup toi en termes du service civique, parce qu'ils continuent à te payer j'imagine, mais du coup tu le faisais pas
un service civique. Non, alors du coup, ils continuaient effectivement à me payer. Et donc ça, c'était génial. S'ils n'avaient pas maintenu les indemnités pendant la quarantaine, je serais rentrée en France parce que j'aurais pas pris le risque de rester au Pérou avec la fermeture des frontières sans cette sécurité économique. Jamais de la vie. Donc ça, je dis big up au service civique parce que c'est super vraiment pour nous qu'ils aient pu faire ça. Et oui, effectivement, du coup, j'avais plus d'asso. Enfin, j'étais coincée dans une ville qui n'était pas la ville où il y avait mon asso, en sachant que, enfin, comme au départ, j'avais l'espoir de retourner à Arequipa, mais comme ça durait, il y a un moment où je me suis dit, ok, ben là, je vais rester à Cusco en fait. Enfin, donc c'est là où j'ai commencé à trouver d'autres assos, j'ai commencé à chercher d'autres assos sur Cusco, à me renseigner pour trouver une asso qui pourrait me prendre en service civique. Et j'ai rencontré du coup une asso qui s'appelle Coscomaki. Coscomaki, du coup, j'ai commencé à faire les démarches pour changer d'asso au mois d'avril à peu près. J'ai signé mon contrat avec eux au mois de mai, parce que ça a été des démarches administratives assez longues. Et j'ai commencé officiellement avec eux, en mai, mais du coup, effectivement, c'était en ligne. C'était tout en ligne. Je préparais des activités en ligne. La majorité de mon service civique, finalement, aura été en ligne. D'accord. Bon, toi, tu peux dire qu'en termes de capacité d'adaptation, là, t'as été mis à la rude épreuve. Oui et non. D'un côté, oui, parce que rien n'a ressemblé à ce que j'avais prévu ou imaginé. Mais vraiment, le fait d'être dans une famille, de faire partie de cette famille, ça m'a donné un sentiment de sécurité. Et c'est devenu ma zone de confort. Et le fait d'avoir une zone de confort, ça m'a permis d'être plus flexible sur les autres paramètres. Génial. Et donc du coup, oui, ça s'est tellement bien passé que 1 an et quelques mois plus tard, tu y es toujours. Mais là, du coup, tu ne fais plus partie du service civique, si j'ai bien compris. C'est ça. Mon service civique s'est terminé fin décembre 2020, du coup. Donc j'ai pris un temps un petit peu de vacances, du coup c'est pour ça que je suis venue à Lima notamment. Concrètement, mon projet, ce serait de rentrer en France pour une période de 2-3 mois pour passer du temps avec mes proches et repartir au Pérou et essayer de trouver un emploi avec un contrat de travail pour pouvoir faire la demande de résidence. D'accord. Comme le contexte en France est compliqué et que quand je rentre, je voudrais pouvoir avoir au moins une liberté de mouvement, je vais décaler un petit peu ce retour en France et donc en attendant, je suis en train de commencer à donner des cours de français en ligne pour gagner 3 sous en attendant. Parce que du coup, tu as dû quand même faire un changement de visa, j'imagine. Oui, en fait, mon visa, il est périmé depuis le mois de janvier parce que ce visa de coopérant ne valait que pour la durée de mon service civique, donc il s'est terminé en janvier 2021. Mais tant qu'on est en état d'urgence sanitaire, tous les visas au Pérou sont gelés. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas me mettre dehors et ils ne vont pas me demander une amende pour jour de dépassement parce que tout est gelé. Donc pour le moment, tant que c'est gelé, je reste. Et de toute façon, mon projet, c'est quand même de repartir en France avant de revenir ici. Et quand je reviendrai ici, j'entamerai les démarches pour avoir un visa plus long, pour être plus tranquille au niveau administratif. D'accord. Parce que là, du coup, elle est comment la crise sanitaire? J'imagine qu'elle est partout. Là, au moment où on enregistre cet épisode, en France, ils viennent d'attaquer leur 3e confinement. Donc chez toi, ça se passe comment? Alors nous, on a eu 3 confinements aussi. Globalement, le premier, il a duré 4 mois entre mars et juillet. Ils ont reconfiné au mois d'août. Et à Lima, dans la capitale, on a été reconfinés entre février et mars. Concrètement, la situation, j'ai l'impression que niveau proportion, c'est pareil. L'ampleur, elle est à peu près la même dans les 2 pays. Sauf qu'ici, effectivement, les conditions dans les hôpitaux sont catastrophiques en fait. C'est catastrophique. Les hôpitaux sont saturés. Il y a un manque d'oxygène. Enfin, le Pérou a été, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais il y a quelques mois, le Pérou était nommé comme le pays avec le pire taux de mortalité du monde entier. Donc la situation est peut-être à peu près similaire à la France en termes d'ampleur, mais au niveau répercussions sanitaires, économiques, c'est assez dur ici. C'est très dur parce que ça fait... Les frontières ici réouvrent, se referment, et du coup, il n'y a pas de tourisme, et c'est un pays qui vit du tourisme, donc l'impact est difficile. Et ouais, j'imagine, ça devait quand même être assez effrayant pour toi, parce que moi, me retrouver dans un pays où, surtout au départ, quand on ne savait pas grand-chose, ça devait être effrayant pour toi, mais également pour ton entourage quand même. Oui, justement, ça a été très compliqué parce que la quarantaine a été déclarée mi-mars. Et fin mars, le gouvernement français a annoncé qu'ils allaient mettre en place les derniers vols de rapatriement pour rentrer en France et qu'après, il n'y aurait plus du tout de vol. Donc ça a été la grande question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en France là maintenant tout de suite ou est-ce que je reste? Mais en sachant que si je reste, je ne pourrais pas rentrer de sitôt. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où vraiment, je trouve qu'en vivant à l'étranger, on se redécouvre et on se surprend. On découvre des limites. Il y a des limites qu'on découvre plus
plus proches, d'autres plus larges. Et toute ma famille voulait que je rentre. Tous, à l'unanimité, ils voulaient que je rentre parce qu'ils étaient inquiets pour ma sécurité et ils avaient raison. Mais moi, j'avais envie de rester. Enfin, je sentais que mon cœur me disait de rester. Je sentais que j'avais des choses à apprendre, à vivre. Je sentais qu'à ce moment-là, j'étais dans un environnement sécurisant pour moi en étant dans cette famille. Donc, j'ai pris la décision de rester en étant un petit peu seule contre tous. Et c'est une décision que j'ai pas regrettée jusqu'à présent. Donc vraiment, je me suis surprise moi-même de me découvrir capable de prendre une décision contre l'avis de la majorité des gens que j'aime, de l'assumer et de voir que c'était bon pour moi. Ça a été une belle leçon pour moi de ce contexte-là. Ah, c'est génial. Mais oui, effectivement, ça a été une décision difficile à prendre dans tous les cas. Et par exemple, je me rends compte que là, maintenant, j'ai envie de rester au Pérou parce que ça fait plus d'1 an que j'y suis et que je m'y sens bien. Mais par exemple, là tout de suite, revoyager ou retourner dans un autre pays, c'est quelque chose dont je me sentirais pas capable. Je pense que chacun a ses forces, ses faiblesses. Je vois pas mal de gens là qui sont en Amérique latine et qui continuent à vadrouiller et je leur dis bravo, big up, parce que moi en tout cas, là maintenant, je reste. Je vais pas ailleurs en repartant de zéro. Je reste et je continue à construire ce que j'ai déjà commencé. Ah, super. Et pour en revenir juste brièvement à ce que tu disais, tu étais peut-être la seule à vouloir rester alors que tout le monde te disait de rentrer, mais tu étais aussi la seule à avoir toutes les cartes en main, tu es la seule à savoir comment tu te sens. Tout à fait. Le contexte. Tout à fait. Et c'est là où je me suis dit vraiment, j'ai eu l'impression pour la première fois de ma vie de prendre une décision pour moi et en fonction de personne d'autre. Et j'ai eu un sentiment de liberté, mais je me suis dit, purée, la liberté, c'est coûteux, en fait. Enfin, faut se battre et c'est une lutte, en fait. C'est une lutte, mais c'est beau. Ouais, non, franchement, c'est bien. Et puis, je pense que c'est, pour en revenir, je l'ai dit dans plusieurs épisodes, mais la communication, c'est aussi super important. Bien donner toutes les informations aux personnes qu'on aime, parce que si on leur donne pas justement toutes ces cartes en main, entre guillemets, ou on essaie de leur faire ressentir ce qu'on ressent, pour eux, ça peut être compliqué à comprendre. Mais une fois qu'on leur explique les choses, ou même maintenant avec des visios, on peut facilement regarder la maison où je vis, regarder les gens avec qui je suis bien où je suis, je ne suis pas dans la rue, dans un quartier un peu craignos. Donc je pense que la communication et l'échange, c'est très important. Tout à fait. Oui. Et donc du coup, pour en arriver aux questions de la fin, avant qu'on en arrive à la fin, si tu avais des conseils à donner à des personnes qui voudraient s'expatrier au Pérou, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'essayer de créer du lien vraiment avec les gens locaux et pas juste avec les étrangers ou les autres expats, parce que c'est facile de rencontrer des expats, mais c'est plus difficile de rencontrer des gens du pays. Pourtant, c'est vraiment le fait de partager avec des locaux, avec des Péruviens, qui permet de comprendre la culture et de comprendre le pays et qui enrichit en fait, qui apprend, qui fait grandir. Donc vraiment ça, ce serait le premier conseil, d'essayer vraiment de se mettre en lien avec des locaux, que ce soit en passant par des associations pour se mettre en lien. Est-ce qu'ils sont ouverts justement sur ce partage de culture ? C'est rigolo parce que les Péruviens, ils sont très chaleureux, ils vont te prendre dans leurs bras. Ici, ils te donnent un abrazo, c'est-à-dire ils te prennent dans leurs bras. Il y a vraiment cette chaleur humaine au premier abord où tu vas acheter 3 carottes sur le marché, on te dit « Hola mi amor ». Il y a vraiment cette chaleur humaine que nous, on n'a pas, clairement. Nous, Européens, enfin les Français, je trouve qu'on est très froid, on a ce premier abord un peu froid. Mais je trouve que pour après gagner leur confiance et faire qu'ils s'ouvrent un petit peu, ça prend du temps. Il faut de la patience, ça prend plus de temps. Je trouve qu'ils sont très chauds, très chaleureux au premier abord, mais pour nouer vraiment un lien de confiance, c'est du temps, c'est de la patience, mais ça vaut le coup et c'est ça qui fait que c'est beau aussi et que la relation se construit. Enfin, je me dis, si j'ai réussi à nouer des relations comme ça dans un contexte de quarantaine, où il y a eu à un moment un éloignement entre les étrangers et les locaux, je pense que c'est faisable dans n'importe quel contexte. Et c'est ça qui fait, enfin pour moi vraiment, c'est le voyage, c'est pas tant que ça le pays, c'est vraiment la rencontre humaine. Donc voilà, j'invite vraiment à faire cette rencontre humaine. 2 autres petits conseils qui se ressemblent, je pense qu'ils seraient peut-être valables pour l'expatriation, quelle que soit la destination, c'est vraiment de se connaître, savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont ses limites, et surtout d'accepter que l'expérience de l'expatriation nous fasse nous redécouvrir, d'accepter qu'à l'étranger, on peut être différent de ce qu'on espérait, de ce qu'on attendait. Moi, il y a des aspects où je me suis sentie plus courageuse que ce que je pensais, notamment quand j'ai pris cette décision de rester. Je me suis dit, waouh, Clotilde, en fait, t'es courageuse, bravo. Il y a d'autres aspects pour lesquels j'ai eu plus de limites que ce que je pensais. Donc vraiment, voilà, se connaître et accepter de se connaître différemment en étant à l'étranger. Et après, par rapport à la destination du Pérou en tant que tel, je dirais que le Pérou, c'est un pays d'une richesse incroyable et pas hésiter à se donner le temps de le découvrir et de le parcourir parce que
Il y a trois grands types de paysages. Du coup, il y a la côte, le littoral, la jungle et les montagnes. Et chaque région a son style de musique, son style de danse, son style de vêtements traditionnels. C'est un mélange de plein de cultures dans une même culture. Et du coup, voilà, une invitation à prendre le temps de découvrir toute cette diversité du Pérou. Attention que je débarque pas chez toi demain. Je t'attends. Et si tu pouvais nous partager ton plat préféré au Pérou? Mon plat préféré, c'est l'ají de gallina. Ají, ça veut dire piment, et gallina, c'est la poule. Du coup, c'est un plat à base de poule ou de poulet qui est effiloché dans une sauce pimentée à base de cacahuètes, de fromage, et c'est juste trop trop bon. Ah oui, tu me donnes bien envie, dis donc. Et donc du coup, ça, super, tes conseils sont vraiment top. Et franchement, j'ai envie de te dire, moi, bravo par rapport à ton âge. Je trouve que tu as un discours vraiment très, très mature, très adulte. Bon, tu es une adulte, 25 ans, mais moi, à 25 ans, je ne pense pas avoir ce genre de discours. Donc franchement, je te félicite. Et si tu avais des conseils... Merci Kelly. Oui, et puis franchement, j'adore enregistrer justement avec des personnes comme toi parce que c'est tellement enrichissant et pour tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, pour moi, c'est une richesse ce que tu es en train de raconter. Et si tu devais donner des conseils à des personnes qui veulent partir en service civique, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Leur dire de ne pas hésiter parce que c'est un super programme. Je trouve que c'est parfait pour les personnes qui ont envie d'avoir une expérience à l'étranger tout en ayant un petit peu un cocon, un cadre rassurant. Pour moi, le service civique, c'est la formule parfaite pour ça. Encore une fois, pour l'accompagnement que tu vas avoir, pour tous les avantages, les indemnités que tu vas avoir, ça te donne un cocon un petit peu rassurant qui peut aider à se lancer et à faire ce premier pas de partir à l'étranger. Super. Oui, en plus, si je me trompe pas, on peut partir seulement quelques mois. On n'est pas obligé de partir sur une longue durée. Oui, ça peut être... Tout à fait, ça peut être des missions juste de 6 mois. C'est 1 an maximum, mais ça peut être plus court. Oui, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour des personnes qui veulent partir pour une première fois, une courte durée. Et là, comme tu l'as prouvé, Covid ou pas Covid, on peut quand même le faire. J'imagine qu'il y a tout le temps des recherches de volontariat partout dans le monde. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière, même en crise sanitaire, en fait. Alors, il faudrait revérifier en ce moment. Je sais que pendant la crise l'année dernière, les services civiques qui étaient à l'étranger, on nous a pas rapatriés, on nous a dit que c'était notre décision de rester. Enfin, ils nous ont accompagnés dans le processus de décision de rester ou rentrer. Donc, ils n'ont pas suspendu les services civiques qui étaient déjà en cours. D'accord. Par contre, ils avaient suspendu les départs à l'étranger. Okay. Je sais pas comment ça en est à ce niveau-là en ce moment. Faudrait revérifier. Je crois qu'ils avaient réautorisé les VSI, les volontariats de solidarité internationale, en début d'année, donc j'ai juste pas l'information pour les services civiques, mais... Pas de souci. De toute façon, je mettrai tous les liens et je pense qu'ils doivent être présents sur les réseaux sociaux, donc je mettrai tous les liens et je pense que ça peut aider pour cette recherche d'informations. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Ce qui me viendrait, ce serait peut-être de remettre l'accent encore sur vivre ce voyage relationnel et pas juste le voyage géographique. Voilà, vraiment se laisser porter... par ces deux aspects du voyage, tout en se donnant vraiment le temps, encore une fois, en étant patient avec soi-même, parce qu'il y a des moments où le fait de vivre à l'étranger, ça va nous mettre à mal. Donc être patient avec soi-même, se prendre avec douceur, et être patient aussi pour créer les relations avec les gens, parce que ça se fait aussi dans le temps. Super. Et est-ce que comme moi, tu as envie de dire à toutes ces femmes qui ont encore un petit peu peur d'oser partir seules, de ne pas hésiter et d'oser sauter le pas? Absolument, parce qu'il y a tout à apprendre, il y a tout à découvrir et c'est une expérience qui enrichit, qui fait grandir. Et... Enfin, moi, je me suis vraiment sentie sculptée par toutes les relations que j'ai nouées cette année, tous les événements, qu'ils aient été faciles ou difficiles. Enfin, je me suis vraiment sentie un peu sculptée, polie par tout ça et c'est chouette. Enfin, humainement, ça fait vraiment grandir, c'est top. Super. Et donc du coup, si aujourd'hui, Clotilde avec qui je parle pouvait parler justement à Clotilde qui était en train d'envisager ce départ, en train de se préparer, est-ce que tu lui passerais un petit message? Oui, je lui dirais quelque chose du style « Ma cocotte, n'aie pas peur, fonce ». Vas-y, te prends pas la tête sur ce que tu vas mettre dans ta valise, c'est pas important, ça, relaxe-toi, te prends pas la tête pour le matériel, n'aie pas peur, oui tu vas devoir dire au revoir aux gens que t'aimes, oui ça va être difficile, oui ils vont te manquer, mais tu vas vite te rendre compte qu'ils sont dans ton cœur en fait et que l'amour il grandit avec la distance, donc n'aie pas peur et fonce, vas-y, vis. Super message, j'adore. Et donc pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous une petite citation? Je voudrais partager une citation et une chanson, en fait les deux. Super. Parce qu'il y a une citation et une chanson qui m'ont vraiment accompagnée dans ce processus du départ et que je voudrais partager avec vous. La citation
citation, ce serait une citation de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, ce moment où le Petit Prince dit « J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître ». Je sais que pour moi, cette citation, elle me donnait du courage et de l'élan pour me dire « Oui, je vais partir, oui, je vais laisser des choses, mais c'est parce que j'ai d'autres choses à apprendre, des personnes et des choses à vivre. » Voilà, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. Et la chanson, elle s'appelle « Mon bagage ». C'est une chanson d'un duo qui s'appelle Les Frangines, que j'aime beaucoup. Je vous invite à les écouter parce qu'elles font pas mal de chansons justement sur le voyage, la route, le fait de se mettre en route. Et leur chanson Mon bagage, elle m'a aidée à me dire que mon bagage, en fait, c'est pas mon sac à dos Décathlon que je vais trimballer. Mon bagage, c'est toutes les personnes que j'aime et qui sont dans mon cœur et que j'embarque avec moi. C'est super beau, j'adore. Tu me donnes des frissons. C'est magnifique ce que tu viens de partager. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. J'espère vraiment que ça pourra vous accompagner et vous aider. Ouais, super. Non, franchement, j'ai adoré. Je te souhaite plein de réussite. Et puis, merci beaucoup. J'espère vraiment, vraiment de pouvoir venir te voir au Pérou. Je t'attends. J'ai déjà mon billet d'avion qui est en stand-by. Donc, on ira trinquer en buvant un pisco sour et en mangeant un nari de gallina. Ah bah carrément, ça c'est clair et net. En trinquant à la santé de filles expat et de toutes les nanas badass qui partent à l'étranger. C'est ça. D'ailleurs, s'il y en a des femmes qui nous écoutent de Lima, du Pérou ou d'ailleurs en Amérique du Sud, surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Il y aura justement le post par rapport à cet épisode sur l'Instagram de Filles Expat ou sur la page Facebook de Filles Expat. Ça fait tellement plaisir toujours d'avoir justement des auditrices ou auditeurs d'ailleurs qui nous font un petit coucou et qui nous disent de quelle ville ils nous écoutent par exemple, ça serait top. Donc voilà, merci beaucoup à toi, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Salut.